Sylvain Coher, bonjour. Sylvain Bonjour. Coher, après avoir publié plusieurs romans, nous y viendrons par la suite, dans le Nord-Nord-Ouest, primé au Festival des étonnants voyageurs. Après avoir écrit pour le théâtre et l'opéra, vous avez été donc pensionnaire à la Villa Médicis en 2005-2006. Vous publiez en 2019 Vaincre à Rome, qui raconte le marathon de Abebe Bikila, jeune berger, jeune caporal de la garde royale du Négus, âgé de 28 ans, premier champion olympique africain, arrivé vainqueur à Rome le 17 septembre 1960, à la surprise d'ailleurs de tous les commentateurs sidérés par l'exploit, sous l'arc de Constantin, 24 ans après l'invasion de l'Italie de Mussolini en Éthiopie, au terme d'une course qu'il effectue pieds nus. Dès le début de ce livre, le lecteur en connaît le déroulement, la fin sans réel suspense, la victoire de Bikila Abebe ayant fait le tour du monde depuis. Pourtant, ce livre est captivant, une véritable prouesse littéraire, tant par la tentative de recréer le temps exact de la course et l'événement que cela a été, que la mise en place d'une intrigue d'un tout autre ordre. Vous n'êtes, dites-vous, ni historien, ni biographe, ni journaliste. Il vous fallait trouver un espace romanesque pour raconter une histoire vraie à partir d'un parti pris narratif fort. Et cela, grâce à l'usage de la première personne du singulier. Vous vous mettez au service du personnage, à la faveur de cette petite voix, vous allez nous en parler, une immersion dans la tête de Bikila Abebe. Je vous cite, « Vous deviez être dans ce corps-là, dites-vous. » La petite voix, Sylvain. Oui, alors il convient toujours de trouver une petite porte, surtout pour rentrer dans une histoire ou pour en rendre compte. La petite porte, j'ai mis un peu de temps à la trouver parce que j'ai été embarrassé par tout ce que je pouvais avoir comme information sur cette course et sur ce personnage. Et j'avais un piège devant moi qui était le piège biographique, c'est-à-dire de rentrer sur un récit qui soit le récit de la course ou le récit de la vie d'Abebe Bikila. Et je ne me sentais pas capable de porter ça, donc j'ai cherché comment pouvoir borner mon récit à l'expérience d'un corps qui court et de ce personnage-là hors biographie. Et j'ai commencé le premier manuscrit, enfin la première fois où je me suis attelé à cette tâche, j'ai commencé à écrire un texte à la troisième personne et j'avais tout de suite, immédiatement, en relisant les premières pages que j'écrivais, la sensation que ça marchait pas, ça fonctionnait pas. C'est-à-dire, il court, il passe par tel endroit, il a mal aux jambes, il a le souffle court. Ce il me renvoyait tout de suite dans les cordes de la biographie ou du récit de l'événement sportif. Et je n'aimais pas du tout cette distance-là. Ce que j'avais envie, c'est que le lecteur puisse éprouver quelque chose. On aime beaucoup cette image de la vie par procuration quand on est romancier, c'est-à-dire de pouvoir expérimenter une autre vie, une autre sensation, quelque chose qu'on ne connaît pas. En l'occurrence, moi, je ne cours pas, donc j'étais curieux de pouvoir ressentir virtuellement les effets de la course. Et je sentais bien que cette troisième personne, elle ne marchait pas. Donc j'ai, au bout de quelques semaines, je pense que c'est quelques mois de travail à Rome, à la Villa Médicis. Un matin, un peu énervé, j'ai changé tous mes « ils » en « je ». Et là, j'ai senti instinctivement et spontanément qu'il y a quelque chose qui fonctionnait à partir du moment où j'étais dans le « je », et en me disant que pour mon lecteur, c'était beaucoup plus facile de prendre corps, d'être à l'intérieur du coureur, pour justement pouvoir avoir ce pacte procuratif de pouvoir ressentir quelque chose. Donc le jeu s'est imposé comme ça. Le problème du jeu, c'est qu'il était très exclusif, c'est-à-dire que si j'étais dans la peau d'un coureur qui est, vous l'avez dit, un jeune soldat de l'empereur, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire dire à ce jeu? C'est-à-dire qu'une fois les premières sensations de la course ou du peu de paysage qu'on voit quand on court, c'était très restrictif. Et donc, j'ai passé des longues semaines à pédaler dans la choucroute en me disant comment je rends compte aussi de ce que peut être l'histoire de ces Jeux de 1960, de Rome, de la ville qui était importante pour moi et pour lui, j'imagine, du contexte politique, du contexte géographique pour un Éthiopien de courir à Rome sur ce parcours très particulier, peut-être qu'on y reviendra, mais qui est un parcours qui ressemble à aucun autre dans la ville.
On va en parler. Il se trouve que j'ai fait beaucoup de... Je vous fais une réponse un peu longue, hein, je suis désolé, mais il se trouve que j'ai fait beaucoup d'interviews de marathoniens, de coureurs, où je posais des questions très naïves, n'y connaissant rien, sur quelles étaient les sensations de la course, qu'est-ce qui se passait dans la tête d'un coureur. Et puis, parmi eux, il y a un marathonien qui un jour m'a dit j'ai dans la tête cette petite voix qui me parle comme de l'extérieur. Et c'est la petite voix qu'on a dans la douche où on se dit tiens, il faudrait que j'aille acheter du pain. C'est cette petite voix qui nous accompagne, tout le monde, hein, chacun d'entre nous. Et sur mon cahier, j'ai griffonné la petite voix en me disant que je tenais peut-être la possibilité de faire rentrer dans le récit autre chose autour du jeu, qui me permettait de pouvoir parler un petit peu d'histoire ou d'avoir des références complètement fictionnelles qui sont les miennes propres et qui me permettaient de nourrir le discours. Donc c'est comme ça que la petite voix est née. Et du coup, alors c'est à la fois ma voix, c'est la voix de l'extérieur, c'est celle qui m'a permis d'aller ailleurs dans ce récit. C'était une réponse longue, hein, je suis désolé. Parfait. D'emblée, vous êtes fasciné par l'image de ce coureur aux pieds nus. Vous avez réuni, vous avez amassé même une documentation impressionnante. Vous dites, je vous cite, j'ai acquis une forme de proximité avec Abebe Bikila, il était presque de la famille, tant la documentation était solide, je pouvais savoir ce qu'il ressentait. Et j'essaie de grouper deux questions à la fois, puisque nous n'avons qu'une demi-heure, plusieurs questions à vous poser. Du temps et de l'endurance, c'est également le parti pris de ce livre. La dimension physique de l'épreuve, que vous avez superbement analysée, décortiquée. Lire comme on court d'une seule traite en ménageant son souffle, dites-vous. Et ce qui vous intéresse, ce n'est pas tant le chrono des JO, mais de n'écrire que sur la vitesse et le corps. Vous dites, c'est la beauté du geste, sorte de sport brut à l'instant de l'art brut. J'aime bien. Pour être parfaitement honnête, c'était le subterfuge d'écrire, de me borner aux 2h15 minutes 16 secondes de la course. C'était une manière d'éviter justement de rentrer sur quelque chose de très narratif, sur l'enfance d'Abebe Bikila, sur sa vie, sur tout ce que je disais tout à l'heure sur le contexte. Donc c'était une manière de réduire cette chose-là. Donc passer un pacte avec le lecteur en lui disant « Cher lecteur, je compte sur toi pour arriver à tenir la lecture dans le temps du marathon », c'est un clin d'œil, c'est un peu une private joke pour le lecteur, c'est-à-dire que ce que j'essaye d'attirer l'attention du lecteur sur le fait qu'on n'est pas dans un système narratif journalistique ou historien, on est dans une performance. Pour moi, une performance d'écriture, c'est comment tenir 270 pages sur 2h15 minutes 16 secondes de course ou sur juste un effort sportif. Et malgré toute cette documentation dont vous avez parlé, et pour le lecteur, du coup, j'essaye d'attirer sournoisement son attention sur le fait que ce que je demande de lui, c'est pas d'aller chercher des éléments biographiques. C'est pas, il y a plein de livres beaucoup mieux faits que le mien pour aller chercher la vie de ce coureur-là ou l'histoire de l'Éthiopie ou l'histoire des guerres italo-éthiopiennes. Moi, ce que j'ai envie, je le disais tout à l'heure, de faire ressentir, c'est-à-dire qu'on puisse avoir cette expérience dans son canapé, d'avoir la sensation à la fin du livre d'avoir couru un vrai marathon. Voilà, c'est un petit peu un jeu, c'est un clin d'œil au lecteur. Deux questions en une encore. Vous avouez ne rien connaître à la course à pied. Vous êtes donc une fois encore solidement documenté avant de vous muer dans le corps d'un marathonien. Vous avez même reconstruit le parcours des 42 km du marathon de Rome sur place, par bribes, à pied, en vélo, en voiture, en vous baladant, peut-être en courant, je ne sais pas, toujours aussi sourcilleux du détail, pour en retrouver le tracé rigoureusement à quelques mètres près. Voilà. Et la seconde question, qui est peut-être là, c'est votre récit tel qu'il se déroule, tel que le lecteur avale les kilomètres, puisque les chapitres sont découpés par tranches de 5 kilomètres. C'est bien, où défilent tout au long les images mentales qui accompagnent l'effort, notamment la petite voix qui est omniprésente, qui chuchote à l'oreille de Bikila. La cadence des phrases sont celles des foulées d'un coureur de fond, au point que la ponctuation est presque retirée
pour permettre, comme si elle allait entraver les enjambées des coureurs. Superbe ça. Le souffle de l'écriture épouse le rythme de la respiration de l'athlète, renforcé par une maîtrise technique, c'est incroyable, la biomécanique des coureurs, la mécanique musculaire, les pas qui, je vous cite, flappent et reflappent sur le bitume, les palpitations, accélérations, l'effort, les douleurs qui vont et qui viennent, je vous cite de nouveau, on dirait parfois qu'un oursin capricieux court dans mes veines. Bref, la stratégie d'une course de fond que vous restituez à merveille. Super. Merci, merci. Alors, au risque de passer pour un psychopathe, j'ai une manière de travailler parfois qui est un petit peu bizarre. Pour pouvoir écrire justement ces foulées-là, je sais que j'avais fait une boucle avec les enregistrements qu'on a des pas sur les San Pietrini, sur les petits pavés de Rome, où moi je m'étais fait une boucle d'une minute ou 2 minutes que j'avais montée en boucle sur mon ordinateur pour pouvoir écrire en écoutant au casque uniquement cette rythmique qui est très mécanique et très répétitive des foulées, de ce que j'appelle les flappements des pieds nus sur le sol, ce qui me permettait de garder un rythme. Et tout est construit un petit peu comme ça. J'ai été chercher il me manque sur les 42 km, 195 mètres, il me manque quelques kilomètres que je n'ai pas réussi à refabriquer. C'est une jonction entre le périphérique et la Via Appia. J'ai été voir jusqu'aux images satellites pour arriver à voir si on pouvait voir d'anciens chemins encore sous la terre sur les images des moments de sécheresse où ce genre de détails apparaissent. Ça me chagrinait beaucoup d'avoir quelques kilomètres qui me manquaient. Pour le reste, j'ai réussi à avoir à peu près tout grâce à des images d'époque, à savoir est-ce qu'à cet endroit-là, il avait de l'ombre, est-ce qu'à cet endroit-là, ça montait, comment était le revêtement du sol, s'il y avait du bitume quand il avait été fait, parce que j'imagine que quand on court pieds nus, c'est pas la même chose, un bitume neuf et un bitume ancien. Et cette rigueur-là, j'avais l'impression que je la devais aux coureurs, c'est-à-dire que quitte à l'incarner, quitte à être sur place et quitte à faire semblant de courir, autant le faire bien. Je vais encore être petit peu long dans des questions groupées, tout ça parce que le temps est compté. Bikila Abebe sait qu'il va gagner depuis le départ. Alors ses pensées, la petite voix, que libère la course, s'éparpille, vagabonde, de Addis Abeba à Rome, du passé au présent, son enfance comme berger des hauts plateaux, les conseils éclairés de son père, ceux de papa, son coach suédois, jusqu'au regard éperdu d'amour de Yewebdar, sa jeune épouse, fidèle, restée au pays, à qui Bikila a fait le serment de la victoire, son visage, sa peau, constamment dans les pensées du coureur. Je vous cite, « La douce Yewebdar vient m'encourager en posant ses doigts dans le creux de mon cou. C'est un peu comme je la portais sur les épaules. » Elle est très présente dans le livre Yewebdar. Et autour de ce soliloque intérieur, vous insérez d'appropriées digressions, réflexions, vous citez Nietzsche, Hérodote et même Dieu, puisque Bikila était très pieux, en alternance des réflexions personnelles de Bikila, et vous distillez, j'introduis après la partie forte aussi du livre historique, vous distillez en arrière-fond des notions historiques, géopolitiques, géostratégiques, culturelles, opportunes. Car Sylvain, votre récit écrit l'histoire. Un destin bascule en 2h15 minutes et 16 secondes. Ce marathon va au-delà d'une simple course. Vaincre pour Bikila, oui, mais vaincre à Rome. C'est l'Éthiopie humiliée contre l'envahisseur, l'Italie fasciste de Mussolini, le mépris colonial qui confère à sa victoire une valeur de revanche. Laver l'affront. J'étais un peu long. Oui, c'est surtout que je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas facile pour moi d'enchaîner sur ça. Il y a tous ces enjeux-là, forcément, étaient là, et je me voyais difficilement faire l'impasse. C'est-à-dire que une fois que j'ai posé, moi, le désir d'écrire uniquement sur un corps qui court, et sur ce que peut être un marathon en termes de ce travail d'endurance, comment je pouvais rendre compte de ce travail d'endurance, il y avait toutes ces choses-là qui me venaient dans la recherche documentaire au fur et à mesure. Et je parlais tout à l'heure du parcours, faire finir ce parcours
c'est un parcours d'office de tourisme, c'est-à-dire que c'est une balade dans Rome qui est une balade promotionnelle. On est en 1960, on est un espace-temps juste avant la Dolce Vita, on est sur le besoin pour l'Italie de se remontrer au monde sous un jour plus favorable et plus sexy et plus vendeur en termes de développement économique. Et donc ce parcours est fait comme une vitrine, c'est-à-dire qu'on voit à la fois la Rome moderne qui s'est fait construire un aéroport pour ses jeux, qui a construit un périphérique, ce qui à l'époque en 1960 est l'avenir, parce que l'avenir c'est l'automobile, et en même temps un parcours qui finit sur la Via Appia, sur le forum, sur les ruines, sur ce côté patrimonial d'une ville qui est là pour l'humanité et qui finit pile sous l'arc de Constantin, à l'endroit même où Mussolini avait fait partir ses armées pour conquérir l'Éthiopie. Et forcément, ces choses-là, je ne pouvais pas passer à côté. C'est-à-dire que je ne pouvais pas le mettre sous silence, il fallait juste que je trouve le moyen de l'amener. Alors, d'une manière artificielle, c'est-à-dire que je pose un soldat qui a eu l'école des psaumes dans son village quand il était berger et l'école de l'armée quand il était militaire, et je lui fais, comme vous le dites, je ne peux pas m'empêcher de lui mettre des grandes citations ou un bagage culturel qui n'était forcément pas le sien, mais ça c'est la licence créative, c'est mon plaisir d'écrivain ou ma liberté d'écrivain de vouloir l'imaginer, ou ça me plaît de l'imaginer comme ça. De toute façon on est dans la mythologie, et de pouvoir rendre compte de ce que ça peut être. Alors ça j'en sais rien parce que j'ai jamais été dans la tête pour de vrai d'Abebe Bikila, mais un jeune soldat de 28 ans qui va gagner à l'endroit même où un dictateur fasciste a envoyé 1 million de soldats, c'est cette phrase-là, c'est un soldat là où il en a fallu 1 million, et c'est un soldat qui gagne et qui gagne l'or de Rome, et cette chose-là était symboliquement tellement forte que je ne pouvais pas passer à côté. Et justement, j'arrive, c'est parfait, car après avoir accéléré au pied de l'obélisque, 41e kilomètre, de l'obélisque d'Aksum, volé à l'Éthiopie en 1937 jusqu'à l'arc de Constantin, symbole des ambitions coloniales de Mussolini, comme vous venez de le dire, Abebe Bikila, arrivant en vainqueur, devient une légende et couronne non seulement des millions d'Éthiopiens, mais aussi tout un continent. Il relève son peuple. Et cette phrase très connue, « Vaincre à Rome », je vous cite, ce serait comme vaincre 1000 fois. C'est ce qu'a déclaré l'empereur Haïlé Sélassié juste avant le départ. Ou encore, je vous cite, « L'Afrique entière court pour le roi des rois parce qu'un bon coureur sera plus utile à son pays qu'un bon tirailleur. » Ah oui, il le dit lui-même à l'arrivée. Il dit ce que j'ai fait, n'importe quel soldat de l'empereur aurait pu le faire à ma place. C'est-à-dire qu'il ne se voit pas comme un héros sportif, il se voit comme un soldat très obéissant. On lui a dit d'aller à Rome, on lui a dit de courir, on lui a dit de gagner. C'est pour ça qu'il part, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il part avec la certitude de la victoire parce qu'il croit. Il croit à cette forme de nationalisme que l'empereur Haïlé Sélassié aimait aussi porter, c'est-à-dire que cette phrase « vaincre à Rome, c'est comme vaincre 1000 fois », c'est pas 1000 fois, c'est comme vaincre 1 million de fois. C'est une espèce de clin d'œil, pour le coup très pacifique, mais quand même un clin d'œil militaire à ce qui a pu se passer des années auparavant. Mais après, on a voulu par la suite en faire un symbole ou mettre ça d'une manière symbolique comme une revanche. Moi, je pense que chez ce jeune soldat-là, c'est pas tant la revanche, même si le parcours, encore une fois, vous parliez de l'obélisque d'Aksum. L'obélisque d'Aksum s'est appelé jusqu'à ce qu'il soit rendu à l'Éthiopie l'obélisque de la discorde, c'était un problème diplomatique entre l'Éthiopie et l'Italie. C'est à partir de cet obélisque-là, volé par Mussolini à l'Éthiopie, qui se fait un sprint de fin de marathon complètement incroyable et qui finit tout seul, les bras en croix, sous l'arc de Constantin. Encore une fois, je pense que dans le comité olympique qui a décidé de ce parcours complètement bizarre et atypique, aucun ne s'est dit à un moment, tiens, c'est un Éthiopien qui va gagner, sinon il l'aurait fait différemment, tellement symboliquement c'est fort et c'est beau. Mais je ne pense pas que lui ait eu ce type d'intention, sinon, comme un bon soldat, de courir pour gagner et de gagner pour son empereur. Alors, amplifié par les débuts plus ou moins chaotiques de la Mondiovision, c'était une première en 1960, la victoire héroïque de Bikila devient un acte politique, vous venez de le dire, en pleine période où, durant les années 60, s'amorce la décolonisation africaine et l'émancipation de nombreux pays du continent. Vous écrivez ceci. « Ceci n'a rien de marathon, c'est la guerre.
Abebe Bikila gagne parce qu'il a décidé de courir pour les autres. C'est comme ça, de là où je viens, on court pour vivre tout simplement. Cette phrase laconique revient comme un refrain aussi dans votre roman. Vous dites encore, il l'a fait en connaissant la force symbolique des JO qui vaut bien celle de la guerre. Et je termine, je cours pour l'histoire, ça c'est très beau, et je recouds au fil noir, peau contre peau, la vieille cicatrice. Alors tout ça, c'est un... Quand je disais tout à l'heure que tout cet environnement documentaire, pour moi, j'ai été de surprise en surprise. Déjà parce que j'y connaissais pas grand-chose, ni sur le contexte des guerres italo-éthiopiennes, ni sur le contexte du sport. Donc je vous disais à l'instant que le parcours est quand même incroyablement symbolique et malgré lui, symbolique. Pour ce qui est de l'histoire de ce jeune coureur, il y a quelque chose aussi qui est complètement incroyable, c'est qu'il arrive à un moment de l'histoire, on est en 1960, c'est l'année de toutes les décolonisations en Afrique, il y a ce que le Premier ministre anglais dit quelque temps plus tôt à propos de l'Afrique du Sud, un vent se lève, c'est le vent du changement. Il y a le panafricanisme qui est en marche et il y a une espèce d'attente incroyable de ce continent pour une représentation autre au sein de la communauté mondiale. Et les Jeux, finalement, personne ne s'est jamais occupé jusque-là des Africains pour les Jeux Olympiques. On est dans le contexte de la guerre froide, on est en 1960, il y a deux gros blocs qui jouent à travers lors des Jeux Olympiques une représentation nationale et nationaliste de leurs valeurs. On a des sportifs qui sont encore, pour la plupart, des militaires. Et là, je vais revenir sur ce que vous disiez de l'importance de la mondovision. La mondovision, c'est pour la première fois des caméras qui font partager au monde entier ce que les journaux écrivaient. Les caméras sur le sport, ça donne qu'à partir de 1964, c'est-à-dire 4 ans après, on commence à avoir des sponsors. C'est-à-dire que l'histoire du sport en 1960, elle est elle-même sur une bascule. C'est-à-dire qu'après, on aura quasiment que des équipes, ce sera plus tant des pays ou plus tant des forces militaires, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour les entraînements sportifs, que des personnalités. Lui, je pense qu'il est encore dans, le mot est compliqué à utiliser, mais une forme de pureté du sport ou du geste sportif qui ne le concerne pas lui. Quand je dis qu'il court pour son empereur, il court pour son pays, il court comme un soldat de l'empereur, il ne court pas comme un coureur aujourd'hui courrait ou comme un footballeur joue. C'est une autre vision du sport. Et la mondovision, finalement, c'est l'avènement publicitaire, c'est-à-dire c'est le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, finalement, démarre en 1960, commence cette année-là. Nous arrivons presque déjà au terme de notre entretien. Je voudrais évoquer votre écriture, d'une beauté et d'une subtilité magistrale, dense et vive, inventive, très poétique, pudique, d'une douceur déchirante, hypnotique. Je ne flagrante pas en disant tout ça, n'ayez crainte. Vous dites, l'écriture est une sorte d'amie capricieuse, ni fidèle, ni bienveillante. Après tous ces compliments, je peux rosir un petit peu. L'écriture, c'est aussi, pour le coureur, le marathon est un combat. L'écriture, c'est aussi un combat. Tous les gens qui écrivent le savent. On se retrouve à utiliser des phrases en rêvant que ça soit des armes, c'est-à-dire qu'elles puissent marquer, donner une empreinte. Il y a une relation entre quand on écrit un texte comme celui-là et, je le disais tout à l'heure, sur l'envie de pouvoir faire partager au lecteur des sensations. Ça veut dire qu'il faut peser les mots, essayer d'utiliser des formes rythmiques en se disant que dans le pacte secret qui lie le livre à celui qui le lit, ça fait beaucoup de lits, il puisse y avoir dans ce pacte-là quelque chose qui aboutisse, et pour ça, il faut mesurer ce qu'on fait. Donc oui, moi j'ai fait un long travail sur ce texte. Alors, je suis enchanté que ça vous plaise. Je pense que ça ne marche pas forcément avec tous les lecteurs, mais moi, en tout cas, j'ai essayé de pouvoir mettre mon lecteur dans une sensation ou un ressenti qui puisse l'emporter un peu. Donc pour ça, il faut de la littérature, je pense. En tout cas, là, on va clore cet entretien
Et j'invite vraiment, chers amis lecteurs, je vous invite à lire Vaincre à Rome de Sylvain Coher, excusez-moi. Un souffle littéraire vraiment puissant, époustouflant de maîtrise stylistique, qu'on peut lire d'une traite comme si nous courions, haletant, un marathon. Un très très beau récit, un grand moment de littérature. J'aurais voulu vous poser d'autres questions. Je vais simplement vous lire sur une... Je ne sais pas si on a encore 2 minutes. À partir de Carena, j'aurais voulu évoquer 3 de vos romans précédemment, même très rapidement, sur une petite phrase empruntée à Jules Ferry, vous voyez, page 22 de ce livre, où il parle de la ligne bleue lors des affrontements franco-germaniques pour l'Alsace-Lorraine. Cette ligne bleue, d'où monte jusqu'à mon corps la plainte touchante des vaincus, comme peut-être une métaphore de votre univers littéraire, vous qui avez beaucoup d'attrait pour ces gens égarés, perdus, taiseux, comme si ces solitudes que vous évoquez dans ces précédents romans et de belle façon s'exilaient dans d'autres contrées, comme c'était à la lisière du cœur du monde. Et je pense qu'on n'a peut-être pas le temps de l'évoquer trop longtemps, mais c'est une phrase très intrigante. Je ne sais pas si je tombe juste ou pas. Si. Après, c'est drôle parce que Abebe Bikila a gagné. Pour le coup, c'est pas un vaincu. Enfin, il a perdu sur d'autres terrains, notamment celui de la vie, mais pour ce qui est de la course, c'est un gagnant. Ouais. La ligne, peut-être, c'est juste qu'est-ce qui fait qu'un homme, en 2 heures, 15 minutes, 16 secondes, passe de l'anonymat complet à une légende, vivante. Voilà. Eh bien, merci infiniment, Sylvain Coher. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.